Le projecteur de la tour de garde balaie le campement. Maria Gulovitch se tient devant la porte principale de Stalag Luft 3. Le 12 février 1945. Elle mesure 1,63 mètres, pèse environ 52 kg, vêtue d'un uniforme d'infirmière trop grand d'au moins 2 tailles, un porte-bloc à la main, arborant de faux papiers, autorisant le transfert de 93 prisonniers alliés vers un centre médical à Berlin. Aucun centre médical n'existe. Aucune ordonnance de transfert n'a été émise. Ces documents sont des faux complets, fabriqués dans un atelier de menuiserie avec des pièces de machine à écrire volées et de l'encre tirée de cirage à chaussures. Mais cette audace est folle, suicidaire. Le genre de projet qui condamne à mort tous les participants. Pourtant, Maria reste plantée là, car derrière elle, 93 aviateurs américains et britanniques sont alignés en 2 files, feignant la maladie, simulant un besoin d'évacuation sanitaire. Feignant qu'il s'agit d'une opération militaire allemande légitime, et non de l'évasion la plus osée de la Seconde Guerre mondiale. Le garde à l'entrée est l'SS Untersturmführer Klaus Brand. Il a 28 ans, vétéran du front de l'Est, a tout vu, ne fait confiance à rien. Il prend le porte-bloc des mains de Maria, examine les papiers. Ses yeux se plissent, suspicieux. Quelque chose cloche, il le sent sans pouvoir le préciser. Toute cette scène lui paraît louche. Maria l'observe. Son visage reste impassible, calme, professionnel. Ennuyé, comme une simple infirmière gérant un énième transfert. Rien de suspect, rien qui mérite une enquête. Mais à l'intérieur, son cœur cogne comme un marteau contre sa cage thoracique. S'il vérifie ses documents de trop près, ils sont fichus. S'il appelle son supérieur, ils sont fichus. S'il fouille les prisonniers, ils sont fichus. Le garde relève les yeux du porte-bloc, fixe Maria, puis les 93 prisonniers alignés derrière elle. Retour sur Maria. Sa main se dirige vers le téléphone mural. Il va signaler l'affaire, vérifier l'ordre de transfert. Procédure standard. Tout s'effondre dans les 10 secondes à venir. Maria plonge la main dans sa poche, en sort un paquet de cigarettes. Des cigarettes américaines, Lucky Strike, rares en Allemagne, précieuses. Elle les brandit, sourit. Untersturmführer Brand, vous avez l'air épuisé. Quand avez-vous pris votre dernière pause? Ces gardes de nuit sont infernaux. Oui. Le garde contemple les cigarettes, puis Maria, puis à nouveau les cigarettes. Sa main s'immobilise sur le combiné. Maria sort une cigarette du paquet, la lui tend. Sa main ne tremble pas, pas de nervosité. Juste un geste amical entre 2 travailleurs fatigués. « Gardez le paquet, dit-elle. Vous en aurez plus besoin que moi ce soir. » Le garde accepte la cigarette, prend le paquet, l'allume, aspire profondément. La nicotine agit, ses épaules se détendent un peu. Il re-regarde les documents, fixe Maria et tranche. Ces prisonniers me paraissent en pleine forme. Pourquoi les transfère-t-on? Maria réplique sans hésiter. Dépistage de tuberculose. Le commandement veut les isoler avant que ça se propage dans le camp. Vous savez comment ces maladies se répandent. Un seul contagieux peut en tuer des dizaines. Le mot tuberculose produit l'effet escompté par Maria. Le visage du garde se décompose. La tuberculose, c'est la mort. Lente, douloureuse, contagieuse, incurable. Personne ne veut approcher des tuberculineux. Personne ne veut risquer la contamination. L'instinct de survie l'emporte sur le doute. Le garde tamponne les documents, rend le porte-bloc, fait signe à son collègue dans la tour. Ouvrez la porte. Transfert médical vers Berlin. Dépistage tuberculose. La porte s'ouvre. Maria passe. Les 93 prisonniers suivent en 2 colonnes ordonnées. Au-delà de la tour de garde, des projecteurs, des nids de mitrailleuses, des barbelés, des chiens, hors de la porte principale de Stalag Luft 3, le camp de prisonniers de la Luftwaffe, le plus surveillé d'Allemagne. Ils marchent 5 minutes, le long de la route d'accès, contournent le premier virage. Hors de vue du camp,
Maria s'arrête, se retourne, regarde les 93 hommes qui la dévisagent, stupéfaits. Courez maintenant. Dispersez-vous en groupe de 3. Dirigez-vous vers l'ouest. Évitez les routes. Les gardes comprendront dans une vingtaine de minutes. Soyez le plus loin possible d'ici là. Les prisonniers se dispersent, s'évanouissant dans la forêt allemande en route vers les lignes alliées à 150 miles à l'ouest. La plupart s'en sortiront. 78 sur 93, l'évasion collective la plus réussie de la guerre. Et tout ça parce qu'une résistante slovaque de 23 ans a offert une cigarette à un garde SS. Mais nous anticipons, car cette histoire ne commence pas par une évasion de prison. Elle débute avec une fille de ferme qui parlait 6 langues et qui décida que la Slovaquie occupée méritait quelqu'un pour faire regretter aux nazis chacune de leurs actions. Maria Gulovich est née le 2 avril 1921 à Jakobény, Ráor, Slovaquie, un minuscule village des monts Carpates. Population d'environ 400 âmes, une église. Son père tenait une petite exploitation. Pommes de terre, blé, quelques vaches, rien d'exceptionnel, rien qui laisse présager que Maria deviendrait l'une des agentes de renseignement les plus efficaces d'Europe de l'Est. Mais Maria possédait un atout inattendu pour le village. Les langues, elle apprit le slovaque de ses parents. L'allemand, elle l'avait appris à l'école. La Slovaquie avait fait partie de l'Autriche-Hongrie jusqu'en 1918 et l'allemand y était encore enseigné. Du tchèque, grâce à des parents éloignés à Prague, du polonais, entendu des marchands itinérants, du russe, auprès de réfugiés qui fuyaient l'Union soviétique, et du hongrois auprès de commerçants. À 14 ans, Maria maîtrisait couramment 6 langues. La plupart des habitants de Jakobány ne quittaient jamais le village et n'en ressentaient pas le besoin. Tout y était, la ferme, l'église, l'école, la famille. À quoi bon partir? Mais Maria se distinguait. Poussée par une curiosité insatiable et un esprit agité, elle aspirait à bien plus que la culture des pommes de terre et la messe du dimanche. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de découvrir le monde, de mener une existence qui compte vraiment. La guerre lui offrit cette chance. Le 14 mars 1939, l'Allemagne envahit ce qui restait de la Tchécoslovaquie. La Slovaquie devint un État satellite, la République slovaque officiellement autonome, mais en réalité sous la coupe de Berlin. Des troupes allemandes partout, des agents de la Gestapo, des collaborateurs, toute la machine d'occupation habituelle. Maria avait 17 ans. Elle observait les soldats allemands défiler à travers Jakobány, réquisitionner la nourriture et le bétail, traiter les Slovaques comme des domestiques sur leur propre sol. Une détermination farouche s'éveilla en elle. C'était injuste, il fallait agir, et elle agit. Elle commença modestement en tendant l'oreille aux discussions. Les soldats allemands bavardaient sans méfiance près des jeunes fermières slovaques. Ils ignoraient que les paysans parlaient allemand, que quiconque pouvait les épier. Maria guettait, retenait tout, mouvements de troupes, itinéraires d'approvisionnement, noms d'officiers, plaintes sur les supérieurs, le moindre détail. Ce qu'elle surprenait, elle le transmettait au prêtre local, le père Joseph Tiso. Lui était lié à un petit réseau de résistance slovaque, qui relayait surtout des renseignements vers la résistance tchèque à Prague. Les infos de Maria étaient précieuses, d'une précision remarquable, exploitable sur le terrain. Le père Tissot l'encouragea à s'impliquer davantage. Elle accepta sans hésiter. À 19 ans, elle était devenue une agente de la résistance à part entière. Coursière, collectrice de renseignements, organisatrice de maisons sûres. Elle se glissait dans la Slovaquie occupée tel un fantôme. Pour les Allemands, ce n'était qu'une fille de ferme, une boutiquière ou une infirmière, jamais une menace, jamais une cible à surveiller de près. Elle excellait dans ce rôle, dotée d'un don inné pour l'espionnage. Elle mentait avec assurance, tenait des identités fictives pendant des semaines, lisait dans les âmes des gens, devinait les soupçons, savait quand insister ou se retirer.
Les chefs de la résistance à Prague la sollicitèrent pour des missions ardues, celles qui exigent de l'esprit vif, de l'adaptabilité, de l'improvisation. En 1942, la résistance slovaque s'effondrait. Trop d'arrestations, trop de trahisons. La Gestapo avait des indicateurs partout. Des opérations censées réussir se soldaient par des embuscades. Des refuges, présumés sécurisés, étaient perquisitionnés. Quelqu'un parlait, ou plusieurs. Le réseau était infiltré. Maria survécut en ne se fiant à personne aveuglément. Elle fonctionnait par cellules. Elle ne connaissait que ses contacts directs. Si une cellule tombait, les dégâts restaient limités. Elle avait tiré cette leçon des Soviétiques, experts en réseau clandestin, en cloisonnement, en endurance sous occupation. En septembre 1944, l'insurrection nationale slovaque éclata. Résistants et unités de l'armée se soulevèrent contre le régime fantoche pour chasser les nazis. Un soulèvement courageux, désespéré, condamné d'avance. Les Allemands l'écrasèrent en 6 semaines. Des milliers de combattants tués, autant d'arrestations. La Gestapo traquait tous les suspects, exécutions de masse, terreur systématique. Maria plongea dans la clandestinité totale. Nouvelle identité, nouveau physique. Elle se coupa les cheveux, les teignit plus foncés, modifia sa démarche, sa voix, ses gestes. Elle se transforma en une autre, une infirmière du nom de Alina Novak. Ses papiers, contrefaits à Prague, étaient solides, capables de tromper les contrôles de la Gestapo. Elle s'installa à Banská Bystrica, une ville du centre de la Slovaquie. Les Allemands en avaient fait un nœud logistique. Ravitaillement vers l'Est pour contrer les Soviétiques, traitement de prisonniers, collecte de renseignements. Un terrain propice, idéal pour une comme elle. Elle décrocha un poste dans un hôpital militaire allemand, soignant les blessés de la Wehrmacht et des SS. L'ironie frôlait le comique, une résistante slovaque pensant ceux qu'elle œuvrait à éliminer. Mais c'était un camouflage parfait. Les infirmières passaient inaperçues, de simples exécutantes. Personne ne les soupçonnait, ne les épiait. Et Maria écoutait. Dans les lits d'hôpital, les soldats allemands se confiaient sur les opérations en cours, les déplacements, les problèmes de morale, les pénuries de matériel, tout et n'importe quoi. Blessés, sous morphine ou avinés, ils perdaient toute prudence. Maria tout emmagasinait, gravait dans sa mémoire et relayait au réseau de résistance qui se reformait après l'insurrection. Puis, en décembre 1944, la donne changea. L'hôpital accueillit une autre catégorie de patients. Pas de la Wehrmacht, pas des SS, mais des prisonniers alliés, aviateurs américains et britanniques abattus au-dessus de la Slovaquie, équipage de bombardiers, pilotes de chasse. Ils étaient détenus provisoirement avant un transfert vers des camps en Allemagne. Maria y vit une ouverture. L'hôpital commence à accueillir des patients d'un genre nouveau. Pas des soldats de la Wehrmacht, ni des SS, mais des prisonniers alliés. Des aviateurs américains et britanniques abattus au-dessus de la Slovaquie. Des équipages de bombardiers ou de chasseurs, détenus provisoirement avant leur transfert vers des camps en Allemagne. Maria y décèle une ouverture inattendue. Le premier est un navigateur américain de bombardiers, le lieutenant James Holt, âgé de 24 ans. Abattu le 3 décembre 1944, son équipage visait les raffineries pétrolières de Ploiești, en Roumanie. Des chasseurs allemands les ont interceptés et la DCA a déchiqueté l'avion. Holt a sauté en parachute au-dessus de la Slovaquie, atterrissant dans un champ. Des paysans locaux l'ont découvert et livré aux autorités allemandes. Originaire de l'Iowa, ce fils de fermier devenu navigateur repose désormais dans un lit d'hôpital, la jambe fracturée et 2 côtes fêlées. Lorsque Maria pénètre dans sa chambre, elle arbore l'identité d'Elena Novak, l'uniforme d'infirmière, un presse-papiers à la main et une attitude professionnelle irréprochable. Elle examine son dossier sans un mot. Holt l'observe avec attention. Elle a l'air slovaque,
se comporte comme telle. Pourtant, un détail la distingue. Ses gestes, sa façon d'examiner les lieux, ce n'est pas une simple infirmière en tournée. C'est une personne alerte, astucieuse, qui cache peut-être bien son jeu. Maria achève de consulter le dossier et se tourne pour partir. Holt s'exprime alors en allemand approximatif, avec un accent maladroit. « Infirmière, quand vais-je être transférée ?» Maria s'immobilise, le regarde et répond en anglais impeccable, teinté d'un accent américain. « Dans 3 jours. Il vous envoie au Stalag Luft, 3, le camp de prisonniers pour aviateurs alliés. Vous y passerez le reste de la guerre, si la chance est de votre côté. » Holt la fixe, stupéfait. Elle vient de parler anglais. Un anglais parfait, américain. Comment? Pourquoi? Qui est cette femme? Maria revient près de son lit et murmure. « Je vais te poser une question. Réfléchis bien avant de répondre. Veux-tu vraiment aller dans ce camp de prisonniers? Y croupir une année entière en cage, en attendant la fin de la guerre? Ou préfères-tu rentrer chez toi? » Holt réplique sans hésiter. « Chez moi, bien sûr, évidemment, chez moi. Mais ce n'est pas possible, je suis prisonnier. Direction le camp, c'est la réalité. » Maria esquisse un sourire discret, persuadée que la réalité peut se plier. « Je peux te faire évader, mais tu devras obéir à mes instructions à la lettre. Pas de questions, pas d'improvisation. Fais-moi confiance sans réserve, sinon ça échouera. Es-tu capable de ça? » Holt scrute son visage, à l'affût d'un piège ou d'une ruse. Ça pourrait être un test de la Gestapo pour le pousser à tenter une fuite et l'abattre. Mais le regard de Maria le rassure, ainsi que son assurance, sa détermination précise. « Oui, je ferai exactement ce que tu dis. » « Parfait. Dans 3 jours, on te transférera vers un centre de transit, puis au camp. J'accompagnerai le convoi en tant qu'escorte médicale. Quand je donnerai le signal, maintenant, cours. Ne te retourne pas, n'aide personne. File à l'ouest, évite les routes, rejoins les lignes alliées. Compris? » Maria s'en va. Holt reste allongé, perplexe, se demandant si cette conversation n'était pas un délire provoqué par la morphine. Pourtant, 3 jours plus tard, tout se déroule comme annoncé. Il est entassé dans un camion avec 14 autres prisonniers alliés. Maria est présente, impeccable dans son uniforme d'infirmière. Elle l'ignore ostensiblement, sans un regard. Froide, professionnelle. Le véhicule roule 2 heures à travers la Slovaquie rurale, sur des chemins boisés, en direction de la frontière allemande et du Stalag Luft 3. Soudain, il s'arrête. Problème moteur. Le chauffeur descend, soulève le capot. Maria se lève, va à l'arrière du camion, observe les prisonniers et chuchote en anglais. « Cours maintenant, à l'ouest, partez. » Holt la dévisage. L'instant est venu. Il bondit du véhicule. Les autres l'imitent. 15 hommes se ruent dans la forêt. Les gardes allemands crient, arment leurs fusils. Maria s'interpose entre eux et les fuyards, obstruant leur ligne de tir. Elle hurle en allemand, qu'ils aident le chauffeur, que le moteur prime sur les prisonniers, que les gardes du centre de transit s'occupent de la traque. Ce n'est pas leur rôle. Les gardes hésitent, désarçonnés. Une infirmière qui leur donne des ordres? Ça ne suit pas le règlement. Enfin, les prisonniers ont disparu. Enfin, les prisonniers ont disparu, dispersés dans des kilomètres de forêt. Holt atteint les lignes américaines 8 jours plus tard, épuisé, gelé, affamé à moitié, mais vivant. Il raconte aux officiers du renseignement l'histoire de cette infirmière slovaque qui a libéré 15 prisonniers. Il doute, sceptique, une seule femme contre la sécurité allemande? Improbable. Holt insiste, la décrivant précisément. Les officiers notent, rédigent un rapport, puis l'oublient. Une évasion isolée n'a pas d'importance stratégique. Puis, en janvier 1945, 22 autres aviateurs alliés s'échappent d'un convoi similaire. Même tactique, même femme. Infirmière slovaque, polyglotte maîtrisant 6 langues. Les services de renseignement s'intéressent enfin. Qui est-elle? Comment procède-t-elle?
Peut-on l'exploiter? Ils font passer un message via les réseaux de résistance, désir de contact, de coordination, d'aide. Maria reçoit le message. Elle répond d'un seul mot. Stalag Luft 3 prépare une opération d'envergure, une initiative qui requiert l'appui des Alliés et qui cible le camp de prisonniers le plus fortifié de la Luftwaffe en Allemagne, celui qui abritait 10 000 aviateurs alliés. Le camp que les Allemands jugeaient impénétrable. Maria Gulowicz va bientôt démontrer le contraire. Stalag Luft 3, situé près de Sagan en Allemagne. Aujourd'hui, Zagan en Pologne. A été construit en 1942 pour les aviateurs alliés capturés. Les Allemands, ayant tiré les leçons des évasions antérieures, ont rendu ce camp à l'épreuve des fuites grâce à une immense enceinte. Clôtures multiples, tours de guet tous les 100 mètres, projecteurs, chiens, mitrailleuses, détecteurs sismographiques pour repérer les tunnels, et un sol sableux qui s'effondre facilement pour bloquer toute excavation. Tout était conçu pour rendre l'évasion impossible. Le camp a compté jusqu'à 10 000 détenus à son apogée. Aviateurs américains, britanniques, canadiens, australiens, pour la plupart officiers, instruits, formés et déterminés. Ils tentaient de s'évader depuis leur arrivée. Ils creusaient des galeries, fabriquaient de faux papiers, confectionnaient des vêtements civils à partir d'uniformes de prison et organisaient des plans complexes. En mars 1944, la grande évasion. 76 officiers s'échappent par un tunnel. Seulement 3 atteignent la liberté. 50 sont repris et exécutés par la Gestapo sur ordre direct d'Hitler. 23 reviennent au camp. Ces exécutions visaient à intimider. Toute fuite entraîne la mort. Ne tentez rien, mais les prisonniers persistent, car végéter en camp en attendant la fin de la guerre n'était pas une option. Pas pour des pilotes entraînés, des navigateurs aguerris, des combattants nés. La captivité ne leur convenait pas. La liberté n'était pas négociable. Janvier 1945. Maria établit le contact avec le camp via le réseau de résistance en utilisant des messages codés et des pots de vin à des gardes compréhensifs. Elle découvre le plan des lieux, les routines, les failles. Tout système a ses vulnérabilités. Toute mesure de sécurité comporte des brèches. Il suffit de les repérer. La brèche se trouve dans les transferts médicaux. Les prisonniers malades requièrent des soins dans des installations mieux équipées. La Luftwaffe gère des hôpitaux militaires. Ceux atteints de graves affections sont déplacés. Tuberculose, pneumonie, blessures sérieuses. Ces transferts sont courants, respectent les procédures avec tous les documents requis. Des opérations militaires allemandes authentiques. Maria discerne l'ouverture. Si elle falsifie les ordres de transfert, si elle se fait passer pour une infirmière dans l'équipe de convoi, si elle s'accorde avec les détenus à l'intérieur, si elle persuade les gardes de la légitimité de l'opération, si elle exécute le tout sans la moindre erreur, alors peut-être, pourra-t-elle emmener des prisonniers par la porte principale. C'est démentiel. Les failles du plan sont béantes. Un seul faux pas, et tous périssent. Pourtant, Maria affronte le démentiel depuis 5 ans. Elle a traversé des situations impossibles depuis 1939. Le démentiel, c'est sa spécialité. Elle commence par les papiers. Les ordres de transfert exigent un format précis, des tampons spécifiques, des signatures particulières. Elle obtient des échantillons par la résistance, vole des formulaires dans des hôpitaux, les analyse, en mémorise chaque détail. Espacement, police, éléments de sécurité. Puis elle procure des machines à écrire. Les Allemands emploient des modèles précis, avec des caractères spécifiques. Un document tapé sur une mauvaise machine est repéré sur le champ. Elle déniche une machine à écrire dans un bureau administratif allemand, la subtilise lors d'une razzia nocturne. Les résistants lui fournissent les composants pour fabriquer tampons, sceaux ou signatures quasi identiques. Elle s'entraîne, produit des dizaines de faux. Elle les teste sur des sites à faible sécurité, transfert de fournitures médicales, réquisition d'équipements.
Rien concernant des prisonniers, juste pour vérifier si les documents trompent les contrôles. La plupart passent, certains échouent. Elle tire des leçons des ratés. Fin février 1945, ces documents sont presque parfaits, suffisants pour berner la plupart des inspecteurs, suffisants pour duper la plupart des gardes, probablement assez bons pour ceux de Stalag Luft 3. Probablement. Prochain obstacle, s'harmoniser avec les prisonniers du camp. Elle ne peut pas entrer et divulguer le projet. Il lui faut des contacts internes, des détenus prêts à risquer la mort pour tenter le coup. Des individus capables de suivre les directives à la lettre, sans erreur, sans improvisation. Elle contacte via les nouveaux arrivants, des aviateurs abattus au-dessus de la Slovaquie qu'elle a déjà secourus. Ils la connaissent, lui font confiance. Elle leur expose le plan, leur demande de le diffuser discrètement à l'intérieur de Stalag Luft 3, recruter des volontaires, des hommes prêts à tenter, conscients des dangers, préférant périr en essayant plutôt que de croupir en cage. La réaction est massive. Près de 200 se portent candidats. Elle doit limiter. Trop de participants rendraient l'opération évidente, alerteraient les gardes. Elle opte pour 93. Assez pour compter, peu assez pour passer pour un transfert médical crédible. À l'intérieur, les prisonniers se préparent. Ils simulent des symptômes, fièvre provoquée par des couvertures enroulées. Tout simulé en inhalant de la poussière. Perte de poids par restriction alimentaire. Ils se rendent maladifs. Convaincamment maladifs. Assez gravement pour justifier un transfert, mais pas au point de ne pouvoir marcher. Maria synchronise le timing. Le convoi doit partir pendant le changement d'équipe, lorsque les gardes sont distraits, lorsque l'attention est éparpillée, lorsque les routines deviennent approximatives. Elle corrompt un gardien en échange de l'emploi du temps des rotations. Pas avec de l'argent, mais avec des renseignements. Elle lui révèle des mouvements de troupes soviétiques qu'elle a obtenus lors d'autres missions. Qui pourrait imaginer qu'elle est un atout pour le renseignement allemand? Il accepte de collaborer. Le 12 février 1945. Tout est en place. Les papiers sont falsifiés. Les prisonniers sont prêts. Le gardien est assigné. Le timing est synchronisé. Maria a tout prévu. Anticipé chaque imprévu. Pris en compte chaque facteur. Désormais, il ne reste que l'exécution. Une exécution impeccable, sans erreur, sans hésitation. Elle s'avance vers la porte principale du Stalag Luft 3, suivie de 93 prisonniers alignés, un porte-document contenant les faux ordres à la main. L'évasion la plus audacieuse de la Seconde Guerre mondiale est sur le point de se produire, ou bien tous vont se faire fusiller, l'un ou l'autre. Pas d'entre-deux. Le gardien à l'entrée est l'SS Unterscharführer Klaus Brond. Maria a étudié son dossier, obtenu via des contacts de la résistance. Brond a 28 ans, vétéran, front de l'Est, blessé à Stalingrad, muté à un poste en arrière, à surveiller des prisonniers. Il est compétent, prudent, méfiant. Précisément le genre de gardien qui repère les incohérences. Maria s'approche, sereine, professionnelle, et lui tend le porte-document. Ordre de transfert pour 93 prisonniers. Dépistage médical pour tuberculose. Autorisation du commandement médical de la Luftwaffe. Urgence temporelle. Les prisonniers doivent être à Berlin dans les 24 heures pour les examens. Brond saisit le porte-document, lit avec attention, trop d'attention. Ses yeux se plissent. Quelque chose le chiffonne. Il ne sait pas quoi exactement, mais une intuition lui dit que ça cloche. Les documents paraissent authentiques. Les tampons sont justes. Les signatures correspondent au modèle qu'il connaît. Pourtant, son instinct lui souffle que ce n'est pas net. Il observe les prisonniers. Ils ont l'air mal en point. Maigres, émaciés, qui toussent. Justement ce qu'on attend de suspects de tuberculose, mais 93 d'un coup. C'est inhabituel. Les dépistages de tuberculose se font habituellement par petits groupes. Ça semble disproportionné. Sa main se dirige vers le téléphone.
Maria le remarque, comprend ce qui va suivre. S'il passe cet appel, tout est perdu. La Luftwaffe n'aura aucune trace de ce transfert, parce qu'il n'existe pas. L'opération s'effondre. Les gardes arrêtent tout le monde. Interrogatoire, exécution, échec total. Elle ne peut pas le laisser appeler, ne peut pas le laisser vérifier. Il faut le détourner, le distraire, lui occuper l'esprit autrement. Elle fouille dans sa poche, en sort des Lucky Strikes, des cigarettes américaines, rarissimes en Allemagne. Février 1945. Le Reich s'écroule. Les provisions manquent. Les plaisirs ont disparu. Des cigarettes américaines valent de l'or. Elle en propose une à Bron, d'un ton décontracté, amical, comme entre collègues. Vous avez l'air crevé. Les nuits de garde sont infernales. Quand avez-vous pris votre dernière pause? Bron fixe la cigarette, puis Maria, puis de nouveau la cigarette. Il est épuisé, vraiment épuisé. Il enchaîne les doubles tours de garde. Le camp manque de personnel. Tout le monde est à bout. La guerre est manifestement perdue. Les armées soviétiques sont à 100 miles à l'est, les Américains à l'ouest. L'Allemagne est prise en étau. Plus personne ne croit à la propagande. Plus personne ne pense que le Reich tiendra. Alors pourquoi refuser la cigarette? Pourquoi se priver d'un petit réconfort au cœur de cet enfer? Qu'est-ce que ça change? Les prisonniers vont à Berlin. Ils ne s'évadent pas. C'est juste un transfert. Les documents sont en règle. Cette infirmière semble fiable. Tout paraît normal. Il prend la cigarette, prend même le paquet quand Maria le lui tend, l'allume, aspire la nicotine qui frappe. Un soulagement, modeste, éphémère, mais un soulagement quand même. Maria voit ses épaules se détendre. Elle sait qu'elle l'a ferré, sait que le danger est passé. Il a tranché. Inconsciemment, la cigarette a scellé l'affaire, un modeste pot de vin. Juste ce qu'il fallait pour basculer de la suspicion à l'acquiescement. Elle enfonce le clou. Dépistage de tuberculose. Le commandement craint des épidémies. Un seul prisonnier contaminé peut en tuer des dizaines. Mieux vaut les examiner maintenant. Isoler les porteurs. Éviter la contagion. Le mot tuberculose fait son effet. Le visage de Bron se crispe. Personne ne veut côtoyer la tuberculose. Contagieuse, mortelle, sans remède. Qu'il quitte le camp. Que Berlin s'en occupe, c'est mieux pour tous. Il tamponne les documents, rend le porte-documents, fait signe au gardien de la tour, transfert médical vers Berlin, dépistage tuberculose. Ouvrez la porte. La porte s'ouvre. Maria franchit le seuil. Les 93 prisonniers lui emboîtent le pas. 2 colonnes ordonnées, sous les miradors, sous les projecteurs, sous les mitrailleuses, sous les barbelés, par la porte principale. Le camp de prisonniers Luftwaffe, le plus sévèrement surveillé d'Allemagne, vient de laisser sortir 93 prisonniers parce qu'une infirmière a offert un paquet de cigarettes à un gardien. Ils descendent la route d'accès. Maria garde le rythme. Ni trop vite, ni trop lent. Professionnel, légitime. Rien de suspect, rien qui n'évoque autre chose qu'un banal transfert médical. Derrière eux, la porte se referme. Le gardien reprend son poste, fume une autre cigarette, songe à rentrer chez lui une fois la guerre terminée. 5 minutes, c'est le temps qu'ils marchent avant le premier tournant. Hors de vue du camp, Maria s'arrête, se retourne et fait face aux 93 hommes qui la regardent fixement. Des aviateurs américains, britanniques, canadiens, australiens, internés là depuis des mois, voire des années. Des hommes qui avaient perdu tout espoir de recouvrer leur liberté. Et pourtant, voilà qu'ils se tiennent à l'extérieur des barbelés grâce à cette petite Slovaque qui a falsifié des papiers et s'est proposée pour surveiller des cigarettes. D'une voix basse et pressante, elle leur dit « Fuyez maintenant ». Par groupe de 3, dirigez-vous vers l'ouest, évitez les routes. Les gardes s'apercevront de quelque chose dans une vingtaine de minutes. Soyez loin à ce moment-là. Allez. Les prisonniers se dispersent dans la forêt,
engloutis par les arbres en un instant. Des soldats aguerris, reprenant leurs réflexes, se cacher, s'échapper, perdurer. Parmi eux, 78 atteindront les lignes alliées. 15 seront repris. Aucun ne sera fusillé. Car lorsque les Allemands comprendront ce qui s'est passé, la guerre touche à sa fin. Plus personne n'a le temps pour des exécutions vengeresses. Plus personne n'a le temps pour quoi que ce soit, sauf pour survivre. Maria, elle, ne les suit pas. Elle ne peut pas. Il lui faut rentrer. Il lui faut préserver son alibi. Elena Novak, infirmière, regagnant son poste après avoir bouclé un transfert. Si elle s'évapore, les Allemands comprendront tout. Ils mèneront l'enquête. Ils découvriront que l'évasion a eu lieu de l'intérieur. Ils arrêteront toutes les infirmières, tout le personnel hospitalier, tous les suspects potentiels de collaboration. Le réseau de résistance s'effondrera. Aussi, elle rebrousse chemin vers Banska Besta, seule à travers la campagne allemande. Un froid de février, de la neige, un gel mordant, elle n'a qu'un uniforme d'infirmière fin, sans manteau, sans provisions, rien d'autre que des faux papiers et une volonté de faire. Elle arrive à l'hôpital 18 heures plus tard, les pieds gelés, vidée de ses forces. Elle se présente à son service. Personne ne l'interroge, personne ne lui demande où elle était. Les infirmières enchaînent les doubles, triples gardes. La guerre est le chaos. Des gens disparaissent pour des jours et reviennent au boulot. C'est banal. 3 jours après, Stalag Luft, 3 piges ce qui s'est produit. 93 prisonniers ont filé. Ils sont sortis par la grande porte avec de faux documents. Quelqu'un de l'intérieur les a aidés. L'enquête démarre. Interrogatoire musclé, arrestation. On traque l'infirmière, la Slovaque qui a géré le transfert, Elena Novak. On retrouve son nom dans les fichiers de l'hôpital, on identifie la personne, on la piste, on interroge ses collègues, on monte un dossier. Mais ils sont à 3 jours de retard. Une éternité. En février 1945, Maria a déjà décampé. Nouvelle identité, nouveau look, nouveau refuge. Elena Novak s'évanouit. Elle n'a jamais existé. Juste un fantôme qui a libéré 93 prisonniers avant de s'éclipser. L'évasion de Stalag Luft, 3 entrent dans la légende. Les officiers du renseignement allié débriefent les 78 rescapés arrivés en liberté. Chacun raconte la même histoire. Une Slovaque, parlant 6 langues, avec des papiers impeccables, qui les a fait sortir par la porte principale, qui a demandé une cigarette à un garde, qui a transformé 93 destins avec un paquet de Lucky Strike et qui cherche à être recruté. Le renseignement stratégique de l'Office des services spéciaux américains veut la dénicher, la recruter, l'employer pour d'autres missions. Il dépêche des agents en Slovaquie à la recherche de Maria Gulovic, d'Elena Novak, de la moindre piste sur cette femme qui a orchestré l'évasion la plus réussie de la guerre. Rien. Maria est dans la clandestinité, enfouie profondément. La Gestapo la pourchasse, les SS la traquent. Tous les services de renseignement allemands d'Europe de l'Est sont à ses trousses. Elle ne peut pas émerger, ni contacter qui que ce soit, ni risquer d'être repérée. Alors elle s'efface totalement. Mais elle ne cesse pas son combat, ne lâche rien. Elle modifie sa méthode. Au lieu d'action directe, elle opère en sous-marin. Collecte de renseignements, transmission d'infos aux partisans, coordination des cellules de résistance. Tout se fait des ombres, tout reste intraçable. Elle est un spectre dans le territoire occupé, plus efficiente que jamais car invisible. Avril 1945. Les armées soviétiques libèrent la Slovaquie. Les Allemands battent en retraite. La guerre en Europe s'achève. Maria refait surface. Elle reprend son vrai nom, sa vraie identité, contacte les officiers américains du renseignement à Košice. Elle prouve son identité. Elle leur déballe tout, l'évasion de la prison, les opérations à l'hôpital, le travail de résistance, l'ensemble. Les agents de l'OSS doutent d'abord.
une gamine de 24 ans, fille de fermier, qui prétend avoir libéré 93 détenus de Stalag Luft 3, qui affirme avoir dirigé des réseaux d'espionnage pendant 5 ans. Absurde, trop jeune, trop novice, trop femme, pas crédible. Puis ils vérifient, ils joignent les évadés, ils consultent les archives, ils auditionnent des témoins. Tout ce que dit Maria se confirme. Chaque détail concorde, chaque affirmation est étayée. Elle est authentique, elle est véridique. Elle figure parmi les agents les plus performants d'Europe de l'Est, et personne n'en avait idée. L'OSS lui propose un poste, viens en Amérique. Travaille pour nos services de renseignement. Tu es trop précieuse pour être gâchée. Trop compétente, trop aguerrie. Nous avons besoin de profils comme le tien. Quoi? Maria décline. C'est fini pour elle. La guerre est terminée, elle veut rentrer chez elle, à Giakovani, à la ferme, à une vie ordinaire, à n'être plus qu'une anonyme, une simple femme slovaque maîtrisant 6 langues et ayant contribué à la victoire dans une guerre. L'OSS peine à le saisir. Pourquoi décliner? Pourquoi tourner le dos? Cela pourrait devenir une profession avec reconnaissance, argent, prestige, tout ce que la plupart des gens convoitent. Maria n'en désire rien. Elle souhaitait combattre les nazis. Les nazis sont vaincus. Objectif atteint. Il est temps de rentrer. Pourtant, elle ne peut pas regagner son pays. Pas vraiment, car la Slovaquie tombe désormais sous domination soviétique. Les Soviétiques se méfient d'elle, la détestent. Elle a collaboré avec les services secrets occidentaux, aidé des prisonniers américains et britanniques. Cela la rend suspecte, espionne potentielle, ennemi potentiel. La NKVD, police secrète soviétique, commence à poser des questions, exige un interrogatoire, cherche à éprouver sa fidélité. Maria sait ce que signifie un interrogatoire de la NKVD. Supplice, incarcération, exécution probable. Elle ne peut demeurer en Slovaquie, ni dans une zone contrôlée par les Soviétiques. Elle doit partir, doit se réfugier là où les Soviétiques ne l'atteindront pas. En juillet 1945, Maria Gulovich monte dans un avion à destination de Washington, D.C., en tant que réfugiée et atout précieux pour le renseignement. L'OSS lui obtient un visa américain, ses papiers, son installation. Elle débarque aux États-Unis avec une unique valise, ses 6 langues et un dossier de service que le gouvernement américain classe aussitôt secret, car l'évasion du Stalag Luft 3 reste embarrassante à admettre. Une paysanne slovaque aux faux papiers a accompli ce que le renseignement allié n'avait pas su faire, libérer 93 prisonniers d'un camp ultra sécurisé. La version officielle se fait floue. Les prisonniers se sont enfuis lors d'un transfert. Pas de précision, pas de nom, aucune allusion à Maria Gulovich. Elle s'en moque, ne cherche ni gloire ni visibilité, aspire seulement à exister. Elle s'établit en Pennsylvanie, décroche un poste de traductrice. Ses 6 langues s'avèrent utiles. Elle intègre le département d'État, traduit des documents, interprète des réunions, un labeur routinier, sécurisé, ordinaire. Elle se marie en 1947 à un militaire américain. Ils se sont rencontrés via le réseau OSS. Il est au courant de ses exploits, de son identité, et l'honore pour cela. Ils élèvent 3 enfants. Dans une banlieue de Pennsylvanie, une existence américaine banale. Aucun voisin ne devine que cette discrète Slovaque d'à côté a libéré 93 prisonniers et berné la Gestapo pendant 5 ans. Maria n'évoque jamais la guerre, ne relate aucun récit, ne réclame aucune médaille. Ses enfants grandissent dans l'ignorance. Les riverains ne s'imaginent rien. C'est simplement Maria, l'immigrée. Nous en restons là. Le navigateur originaire de l'Iowa. Il a 65 ans désormais. À la retraite, le premier qu'elle a sauvé, ce navigateur de l'Iowa. Portrait reconstitué à partir des dossiers OSS déclassifiés grâce à des recherches tenaces. Il frappe à sa porte, dans la banlieue de Pennsylvanie.
Elle ouvre, ne le reconnaît pas d'emblée. Puis il parle. Grod était plus animé. Décembre 1944. Salle d'hôpital. Jambes cassées, camion de transfert, fuite en forêt. Les souvenirs affluent, elle sourit, l'invite à entrer. Ils discutent des heures durant. Il lui narre la suite de l'évasion, le périple, la découverte des lignes alliées, le retour au combat, d'autres missions aériennes, la survie à la guerre, le rapatriement, la construction d'une vie. Tout cela rendu possible par l'opportunité qu'elle lui a offerte. Il s'interroge sur ses motifs. Pourquoi tout risquer pour des inconnus? Pourquoi se soucier de pilotes américains? Pourquoi ne pas se contenter de survivre en silence? Attendre la fin du conflit? Rester à l'abri? La réponse de Maria est limpide. Parce qu'il le fallait et qu'elle en était capable. Donc, elle l'a fait. Pas de raisonnement moral sophistiqué, pas de philosophie exaltée, juste une logique élémentaire. Des gens avaient trop besoin d'aide, elle pouvait les secourir. Par conséquent, elle l'a fait. La même logique qui l'a animée 5 années durant, la même qui a libéré 93 prisonniers, la même qui a marqué toute sa carrière de résistante. Holt la remercie, tente d'articuler l'impact de son geste, son importance persistante. Comment ces 5 minutes d'initiative ont forgé son existence d'après-guerre entière. Ses enfants, ses petits-enfants, ses 40 années de liberté, tout cela grâce à des faux papiers et à une demande de cigarette adressée à un garde. Maria balaie l'idée d'un revers de main. Tu aurais agi pareil, n'importe qui l'aurait fait. Mais c'est faux, n'importe qui ne l'aurait pas fait. La plupart ne l'auraient pas. La plupart se seraient tus, protégés, en vie. Maria a opté autrement, pour le danger, pour l'action, pour la vie des autres avant sa propre sécurité. Ce n'est pas banal, c'est remarquable. Maria Gulowicz s'éteint le 10 septembre 2008, à 88 ans. Dans la paix, en Pennsylvanie, entourée de sa famille, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous issus de ces instants de bravoure inimaginables en Slovaquie occupée. Son avis de décès est concis. Maria Gulowicz-Holt, 88 ans, traductrice et immigrée, s'est éteinte paisiblement. Survivante de son époux, 3 enfants, 7 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants. Pas un mot sur la guerre, sur l'évasion de prison, sur les 93 libérés, rien. Juste un faire-part modeste pour une femme discrète qui a mené une vie tranquille. Mais les prisonniers s'en souviennent, les 78 rescapés de l'évasion. Ils ont presque tous disparu à présent. Vieillesse, cause naturelle. Mais avant de partir, ils ont partagé leurs récits, les ont transmis à leurs enfants, à leurs petits-enfants, veillant à ce que la vérité perdure, à ce que Maria Gulowicz ne tombe pas dans l'oubli. En 2005, le gouvernement slovaque la reconnaît enfin, lui décerne l'ordre de Vladovic, la plus haute distinction civile pour service rendu à la nation slovaque durant la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie reste modeste, discrète. Maria a 84 ans. Elle fuit les projecteurs, rejette toute notoriété, reçoit la médaille, exprime sa gratitude, puis rentre chez elle. L'année suivante, en 2006, des historiens militaires américains reconstituent l'évasion de Stalag Luft III. Ils déclassifient des archives, interrogent les rescapés, remettent en question les faits, découvrent que le récit officiel est lacunaire, comprennent qu'une femme slovaque a joué un rôle pivotal dans l'opération, prennent conscience que Maria Gulowicz a orchestré l'une des évasions les plus audacieuses de l'histoire militaire. Ils souhaitent lui attribuer la Presidential Medal of Freedom, l'équivalent civil de la Medal of Honor. La plus prestigieuse récompense américaine. Elle décline, affirme qu'elle n'a pas besoin de décoration, précise que la survie des hommes suffit amplement comme hommage, insiste sur le fait que leur retour à la vie est une récompense en soi. Les historiens sont perplexes.
Pourquoi refuser? Pourquoi esquiver cette reconnaissance pour un dévouement exceptionnel? Pourquoi empêcher l'histoire de célébrer tes actes? Bah, la réponse de Maria demeure inchangée. Je n'ai pas agi pour la gloire. J'ai agi parce que c'était indispensable. Une médaille ne modifie rien. Les hommes ont survécu. C'est l'essentiel. Voilà le cœur de Maria Gulovich. Pas tant l'héroïsme ou le bravoure, mais cette lucidité absolue sur les priorités. Des gens avaient besoin d'aide. Elle les a secourus. Le reste, honneur, médaille, mention historique, n'avait aucune importance. Seule comptait l'action. Seuls les résultats importaient. Tout le surplus n'était que vacarme. Les évadés le saisissaient parfaitement. Il crée un fonds commémoratif à son nom. Des bourses pour des étudiants slovaques en Amérique. Rien de somptueux, rien de théâtral, juste un soutien concret pour ceux qui en ont besoin. Précisément ce que Maria aurait approuvé. Précisément ce à quoi elle a consacré son existence. Aujourd'hui, les descendants des 78 évadés se comptent par centaines. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Des lignées familiales entières qui n'existeraient pas sans les faux papiers forgés par Maria Gulovich et son offre de surveiller des cigarettes. Des vies érigées sur un socle de courage insurmontable et d'exécution impeccable. Ce récit nous enseigne une leçon profonde. Le vrai héroïsme ne dépend ni de l'ampleur, ni de la force, ni de la formation, des moyens ou du soutien institutionnel. Il s'agit de repérer ce qui doit être fait et de l'accomplir, au mépris du danger, des probabilités ou du fait que personne ne le saura ou ne s'en souciera jamais. Eh bien, Maria Gulovich mesurait 1,63 m, pesait 52 kg, venue d'un village slovaque de 400 âmes, sans entraînement militaire, sans expérience en renseignement, sans talent particulier, hormis les langues et une détermination inébranlable. Et elle a libéré 93 prisonniers du camp de prisonniers de la Luftwaffe, le plus imprenable d'Allemagne, simplement en demandant une cigarette à un garde. Si elle y est parvenue, quelle est votre excuse? Quelle tâche impossible esquivez-vous parce qu'elle paraît trop ardue? Quel devoir négligez-vous, car les chances sont minces? Que tenteriez-vous avec la clarté de Maria Gulovich? Sa concentration, son rejet obstiné de l'idée que l'impossible l'est vraiment. Elle n'a pas attendu d'autorisation, pas attendu des circonstances idéales, pas compté sur autrui pour bouger. Elle a vu des prisonniers assoiffés de liberté. Elle pouvait les aider. Donc, elle l'a fait. L'équation était aussi basique, la mise en œuvre aussi franche. Les conséquences en témoignent. 78 hommes ont retrouvé leur foyer grâce à la décision de Maria Gulovich. Des centaines de descendants vivent grâce à ces faux documents. Des milliers d'existences ont été influencées parce qu'elle a nié qu'une seule personne ne puisse changer les choses. Voilà son héritage. Pas les décorations, pas les applaudissements. Des vies authentiques qui se prolongent, s'épanouissent, se multiplient, s'étendent. Tout cela parce qu'une Slovaque de 23 ans a réclamé une cigarette à un garde SS et a escorté 93 prisonniers par la porte principale de l'enfer. La question n'est pas de savoir si vous pouvez générer un tel impact. Maria Gulovich a démontré que quiconque en est capable. La vraie interrogation porte sur votre volonté. Verrez-vous ce qui urge et agirez-vous? Risquerez-vous tout pour la liberté d'autrui? Serez-vous celle ou celui qui rend l'impossible tangible? Maria Gulovich s'est battue 5 ans, jour après jour, jusqu'à la défaite des nazis et la libération des prisonniers. Puis elle est rentrée, a fondé une famille, a vécu en toute simplicité, est morte sereinement, laissant derrière elle des centaines de vies impossibles sans son intervention. C'est ça, l'héroïsme. Pas le tapageur, pas le spectaculaire, le silencieux, l'efficace, celui qui bouleverse tout sans rien exiger. Celui dont le monde a tant besoin, celui dont vous êtes capable. Si vous le décidez, identifiez vos prisonniers, votre mission impossible,
et demandez la cigarette au garde.